Quelle idée d'avoir voulu commencer ces conférences en direct un vendredi 13. J'avais tout prévu. J'avais doublé tout mon équipement, j'avais fait plusieurs répétitions, tout marchait impeccable. Le matin à 9h30, tout fonctionnait très bien. Et à 9h50, il y a un connecteur interne à mon PC qui s'est déconnecté. Et du coup, je n'avais plus de son, plus d'image. Bon, voilà, c'est la loi du vendredi 13. C'est complètement indépendant de ma volonté. Ça ne se reproduira plus. Plus jamais de conférence un vendredi 13. Ça porte malheur. Maintenant, je le sais. Trêve de plaisanterie. Nous attaquons maintenant cette conférence, donc en différé. Je vais l'enregistrer et vous pourrez la suivre à votre guise. C'est, à mon avis, un peu moins convivial que lorsqu'on le fait en direct, mais de toute façon, même quand je le fais en direct, le but, c'est que vous puissiez ensuite le revoir en différé, tout à votre aise. Alors ceci est la reprise d'une conférence privée donnée par Catherine Gallet en 2010 pour l'association Famille Plus du canton de Montfort-l'Amaury, et cela constitue notre première conférence privée en direct, hélas non, ce coup-ci ça sera en différé, sur YouTube, toujours pour l'association Famille Plus. Alors c'est la deuxième partie concernant Paris au Moyen-Âge. Il y a eu une première conférence qui allait de Hugues Capet à Saint-Louis. Catherine l'avait donnée en janvier 2010 et je l'ai redonnée en juin 2019 après l'incendie de Notre-Dame. Donc, je ne vais pas vous la redonner une troisième fois aujourd'hui. Je mettrai en ligne l'enregistrement correspondant à la première partie, mais pour le moment, nous attaquons la deuxième partie, celle qui va de 1270 à 1500. Nous évoquerons l'enceinte de Charles V et ses beaux châteaux du Louvre et de Vincennes. Nous verrons aussi l'épanouissement du style gothique à travers des réalisations aussi variées que l'église Saint-Séverin ou l'hôtel de Cluny. Alors voici ici les règnes des différents rois de France de cette période et qui nous servent de jalon temporel. Bien sûr, le premier, le fondateur de la dynastie des Capétiens, c'est Hugues Capet, qui était comte de Paris lorsque ses pères l'ont désigné comme roi de France. Donc comte de Paris, ça veut bien dire que son fief c'était Paris et l'île de France, et donc il y a un lien très fort entre les rois de France et Paris. Alors ce lien très fort, il était matérialisé dans notre première conférence par le rôle de Philippe Auguste, qui a créé les premières enceintes, les premières murailles de Paris, et qui a posé les pierres de Notre-Dame de Paris, Notre-Dame qui sera presque achevée un peu plus tard à l'époque de Saint-Louis qui construira la Sainte-Chapelle et qui refera le palais de justice et qui nous laissera la fameuse conciergerie. Donc dans cette seconde partie, le roi le plus important, ça va être pour nous Charles V, qui a construit la seconde muraille de Paris et qui a refait entièrement le Louvre pour en faire une résidence royale. Puis nous évoquerons bien sûr cette période troublée, qui est déjà très troublée à l'époque de Charles V, et qui le sera encore plus à l'époque de Charles VI, qui perd la raison. Et à l'époque de Charles VII, il ne reste pratiquement plus de royaume de France, la couronne est passée aux Anglais, et Charles VII va reconquérir tout ça. Je n'aurai pas le temps, il laissera des traces dans Paris, mais de manière indirecte, disons par des particuliers, ou des ecclésiastiques plus exactement. Louis XI, même chose, nous ne l'évoquerons qu'à travers les réalisations de ces sujets, et ceci nous amènera bien sûr aux portes de la Renaissance, qui sera le sujet de la prochaine conférence. Alors tout d'abord un rappel de la géographie de la capitale. Donc je prends ces cartes dans l'Atlas de Paris, édition Paris-Gramme, sorti en 2007, un ouvrage remarquable qui permet de bien suivre l'évolution de Paris depuis sa création jusqu'à l'époque contemporaine. Donc ici, une carte géographique qui nous montre le relief de Paris. Donc au sud, la butte aux Cailles,
la montagne Sainte-Geneviève, le mont Parnasse, au nord les collines de Chaillot, Montmartre, Belleville et Ménilmontant. Alors vous voyez au milieu le lit de la Seine, alors vous voyez le lit actuel en bleu, et dans une zone en vert, une zone de très faible hauteur, moins de 30 mètres, qui est une zone complètement inondable, bien sûr, et en vert un peu plus clair, une zone guère plus haute, puisqu'elle culmine à 40 mètres, donc c'est une zone bien sûr très basse, et quand il y a des grandes inondations, tout ce qui est en vert peut être inondé. C'est ce qui se passe au moment des fameuses crues centennales qui se produisent environ tous les 100 ans, et vous savez qu'en ce moment, nous redoutons la prochaine crue. L'hiver approche, en général c'est en plein hiver que se produisent ces crues. Espérons que cette année, en plus de la pandémie, nous n'allons pas avoir une grande crue de la Seine. Alors il faut savoir qu'il y a 10 000 ans environ, la Seine faisait une boucle plus importante et qui est ici représentée. Ça correspond à l'emplacement de nos grands boulevards. Et il y a environ 10 000 ans, au cours d'une crue, la Seine a réussi à passer tout droit. Donc c'est le nouveau lit de la Seine, mais quand il y a une crue, bien sûr, ce bras mort a été très longtemps réactivé, et même encore, il se réactive en partie, au moins dans cette partie-là, ce qui explique que tout ceci est inondé. Il faut savoir aussi qu'il y avait des carrières dans Paris, comme le Paris du Moyen-Âge, de la Renaissance, était plus petit que ce qui représente aujourd'hui les 6 premiers arrondissements. Eh bien, ceci était à l'extérieur, et c'était les carrières qui servaient pour construire tous les édifices en pierre, c'est-à-dire les églises et les palais. Et au nord, on avait des carrières de gypse qui permettaient de fabriquer du plâtre. Donc tout ça a été fortement utilisé, et donc c'est devenu un labyrinthe souterrain, on appelle ça les catacombes de Paris. Et bien sûr, il y a 200 ans qu'on n'utilise plus cela comme carrière. Donc un rappel de la muraille au temps de Philippe Auguste. Alors vous voyez ici on a matérialisé la place de la Bastille, la place de la République, la place de l'Opéra. Bien, donc vous voyez que le Paris de l'époque est tout petit. Vous avez l'échelle ici qui vous montre que ça fait moins de 2 km de diamètre. Néanmoins, ça fait 5 km de pourtour. Et les pointillés représentent les chaînes qu'on tendait le soir pour éviter, bien sûr, que des brigands viennent faire des incursions dans la capitale. À l'époque de Charles V, eh bien, il y a un agrandissement des murailles au nord, parce que la ville s'est accrue. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui un peu plus en détail. Donc un rappel maintenant historique. Donc voilà les jalons des différents règnes des rois de France, donc après Saint-Louis. On a Philippe le Hardi, puis Philippe le Bel, qui a un long règne et qui fait beaucoup de choses pour le royaume, mais il y a peu de traces dans Paris. Ces 3 fils régneront peu de temps et ne laisseront pas beaucoup de traces dans l'histoire. Ils meurent sans successeur, sans héritier mâle, et la couronne passe à leur cousin Philippe de Valois, ce qui nous vaut une contestation de la part des Anglais, parce que Philippe le Bel avait marié sa fille à un roi d'Angleterre, et bien sûr, celui-ci, Édouard III, réclame la couronne en prétendant qu'il a plus de droits que Philippe de Valois. Alors Philippe de Valois va avoir pas mal de difficultés. Ça va nous amener la guerre de 100 ans qui débute en 1337 par cette revendication du trône de France par le roi d'Angleterre, et ça va durer jusqu'en 1453,
donc pendant la majeure partie de la période qui nous concerne aujourd'hui. Donc Jean le Bon succède à son père Philippe de Valois. Donc le royaume est en difficulté à ce moment-là, surtout les finances du royaume sont en difficulté parce que cette guerre contre les Anglais coûte très cher, les impôts rentrent très mal, ce qui fait que Philippe de Valois est amené à dévaluer la monnaie. Donc à l'époque, pour dévaluer, on modifiait la teneur en or et en argent, et des pièces de monnaie, et bien sûr les bourgeois se sentent spoliés par cette dévaluation et considèrent presque Philippe de Valois comme un faux monnayeur. Donc sa légitimité est remise en question et par-dessus le marché, son honnêteté suite à ces dévaluations est elle aussi fortement mise en question. Jean le Bon arrivera à corriger tout cela et en particulier, il va créer le franc. Donc c'est lui qui a créé cette monnaie qui a eu un bel essor, puisque ça a continué pendant plus de 600 ans. Et ici, je vous ai représenté une des pièces de monnaie, un franc or de l'époque de Jean le Bon. J'ai pris ça sur Internet et pour l'anecdote, cette pièce était mise en vente à 1800 €. Donc Jean le Bon, on l'appelle le Bon parce qu'il a été très courageux pendant la bataille de Poitiers, bataille qu'on a perdue contre les Anglais en 1356. Il a été très brave, très courageux, mais les Anglais l'ont fait prisonnier. Il est parti à Londres, et on a exigé une très forte rançon, c'est d'ailleurs à cette occasion qu'il a créé le franc, pour payer sa rançon. Et pendant sa captivité, évidemment, c'est son fils qui a gouverné le royaume, qui a voulu prendre le titre de régent, mais on le lui a contesté. Mais malgré tout, son fils, le futur Charles V, va conduire le royaume déjà pendant la majeure partie du règne de son père. Donc son père avait été nommé roi de France, avait été couronné en 1350, prisonnier en 1356, il mourra en 1364, il sera revenu quelque temps de captivité, mais tout au long de son règne, c'est surtout son fils qui va gouverner le royaume en essayant de faire face, bien sûr, à toutes les querelles dynastiques qui pouvaient se tramer autour de lui. Donc, je reviens sur d'autres plans. Ceci, c'est un plan de Paris que j'ai réalisé à partir de cartes qui se trouvent dans un livre « Paris au fil du temps », paru ces auditions Joël Queneau en 1970. Je l'ai acheté pratiquement à sa sortie. C'est un livre passionnant qui représente l'évolution de notre capitale à travers 70 cartes qui partent de la création de Paris, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc là, vous voyez le lit de la Seine en vert, le bras mort, qui à cette époque sert un peu d'égout, même s'il est loin de la ville. En vert assuré plus clair, j'ai représenté les zones marécageuses qui non seulement sont impropres à la culture, mais bien sûr sont infestées de moustiques et donc véhiculent le paludisme. Voyez la première enceinte, je vous disais qu'elle fait 5 km 300. C'est aussi Philippe Auguste qui fera paver certaines rues de Paris, dans l'île de la Cité et du côté de ce qu'on appelle le Marais. C'est lui qui va créer des halles au Champeau, ici. Et c'est lui aussi qui décidera que désormais les archives ne seront plus itinérantes, elles ne suivront plus le roi lorsqu'il se déplace, soit pour aller de résidence en résidence, soit pour aller faire la guerre, parce qu'il avait subi une escarmouche en forêt et les archives du royaume avaient failli être détruites, donc il décide que désormais elles seront déposées au palais de la Cité.
Donc le dépôt des archives a commencé en 1194 et se continue toujours. Après la Révolution, ça sera aux archives, ici, dans le quartier du Marais, et désormais, c'est à l'extérieur de Paris. En 1210, toujours sous Philippe Auguste, va être créée l'université de Paris, reconnue par le pape. Alors il faut savoir que l'université, bien sûr, c'est réservé aux ecclésiastiques. Les étudiants sont des ecclésiastiques et les enseignants sont des ecclésiastiques. Et il en sera ainsi encore pendant des centaines d'années. Et en 1253, donc sous Saint-Louis, le chapelain de Saint-Louis, Raymond de Sorbon, crée la Sorbonne, et donc tout le quartier sud de Paris va se développer pour accueillir les étudiants, et Paris va avoir énormément de prestige grâce à son université. Donc ici, vous avez l'évolution de la ville à l'époque de Saint-Louis. Vous voyez que par rapport à Philippe Auguste, les faubourgs se développent un peu plus. Vous remarquez qu'il y a ici un petit village à Vaugirard. Il y en a un autre ici, Garnel, qui donnera Grenelle. J'ai matérialisé aussi Auteuil, Chaillot, Le Roule, Neuilly, Montmartre, La Chapelle, Charonne, Bercy, le bourg Saint-Marcel, qui est encore bien à l'extérieur de Paris. Ici, l'abbaye Saint-Victor, c'est ce qui va donner la Salpêtrière. Le Chartreux, ça disparaîtra. Par ici, vous avez Saint-Germain-des-Prés, qui est à l'extérieur de la ville. Là, c'est Saint-Martin-des-Champs, qui est bien sûr à l'extérieur de la ville. Et là, vous avez la commanderie des Templiers. C'est ce qu'on appellera plus tard le quartier du Temple. Donc maintenant, vous voyez les agrandissements. Alors si là, il faut rajouter que à l'époque de Philippe Auguste avait fait construire un château fort ici pour défendre Paris. C'était le château du Louvre. Et ce château, lorsque Paris se développe, à l'époque de Charles V, il va être englobé dans les murailles. Donc il ne peut plus jouer son rôle défensif par rapport à la ville de Paris. Donc vous voyez, l'accroissement se fait uniquement au nord, puisqu'au sud, il y a moins de monde, c'est la ville des étudiants. Paris, à ce moment-là, est une des villes les plus peuplées d'Europe, avec Venise et Milan. On estime qu'il y a à Paris, à cette époque, 80 000 habitants, dont 10 000 étudiants. 10 000 étudiants, je le rappelle, des clercs, mais malgré tout, même si ce sont des religieux, ce sont des étudiants, c'est-à-dire ils sont turbulents. Et c'est pour ça que les bourgeois, les riches marchands, s'installent au nord. Donc le nord est beaucoup plus riche que le sud. Et on le sait, on s'en rend compte parce qu'on a les rôles des impôts de cette époque qui nous le montrent bien. Alors c'est l'époque de la guerre de Cent Ans, je vous rappelle, de 1337 à 1453. Et c'est aussi l'époque de la peste noire qui débarque en France en 1346 et qui va tuer 30% de la population dans les campagnes et sans doute 50% en ville en l'espace de 2 ou 3 ans. Donc évidemment, il faudra plus d'un siècle pour que la population retrouve son niveau d'avant la peste, tellement la peste a créé de désolation. Donc c'est une époque, vous voyez, très particulière. D'une part, il y a la guerre de Cent Ans, la guerre de Cent Ans qui va correspondre aussi à une guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons, on en reparlera, et par-dessus le marché, on a eu la peste. Et malgré tout, il y a de magnifiques monuments qui ont été créés à ce moment-là et qui nous sont parvenus. Donc, là, voici une photographie de maquette qui se trouve au musée du Louvre, dans la salle consacrée à l'histoire du Louvre. Vous voyez les murailles de Philippe Auguste et le château défensif de Philippe Auguste, avec son donjon et les locaux pour la garnison et l'arsenal.
Donc c'est un château défensif avec des douves, qui est alimenté bien sûr par l'eau de la Seine. Bon, le roi peut y résider, mais très peu, parce que c'est surtout, je vous dis, une architecture militaire. Alors les remparts de la ville, qui font 5 km de pourtour, ils font 9 mètres de haut et 3 mètres d'épaisseur, donc c'est une solide enceinte. Le donjon lui-même fait 15 mètres de diamètre et 30 mètres de haut. Les douves, ici, du château, font 12 mètres de large. Il y a 2 entrées, une à l'est, l'autre au sud, avec des ponts-levis. Le roi réside à ce moment-là à l'île de la Cité, mais l'île de la Cité a surtout une fonction administrative et judiciaire. Il a une résidence qui est à l'hôtel Saint-Paul. Donc, voyez, le Louvre, et alors le Louvre venant à l'époque de Philippe Auguste, le Louvre se situe ici, l'île de la Cité, le palais de la Cité, et voici ici l'emplacement de l'hôtel Saint-Paul. Voilà, l'hôtel Saint-Paul, c'est là. Donc, vous voyez, sous Charles V encore, Charles V utilisera aussi beaucoup l'hôtel Saint-Paul, mais il sera détruit à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance. Nous n'en avons plus aucune trace. Mais c'était la résidence préférée des rois. Donc voilà, ensuite Charles V va développer le Louvre et va en faire un château royal. Donc ce coup-ci, vous voyez, on a 10 tours, beaucoup plus de pièces d'habitation. Ça reste un arsenal, il y a toujours une garnison, mais en même temps, ça devient le premier garde-meuble royal. Il y a de la place pour stocker le mobilier du roi, que l'on va emporter chaque fois qu'il se déplace. Le mobilier part 2-3 jours avant le roi. C'est une grande caravane qui emmène de quoi meubler la résidence royale que le roi va occuper. Il change de résidence tous les mois, tous les 3 mois. Il se déplace souvent pour pouvoir gouverner au plus près ses États. Alors vous voyez que le Louvre maintenant est en ville. Donc c'est pour ça que les murailles ici ont disparu. Enfin, les murailles sont très minces. Hein. C'est juste un fossé puisqu'il y a toujours les douves. Et puis il y a un jardin d'agrément et un jardin potager de chaque côté. Bien sûr, je vous passe les communs, les écuries, les fours, les lavoirs, tout ce qu'il faut, bien sûr, pour accueillir une population qui est sans doute de plus de 500 personnes. Alors j'ai utilisé cette représentation du Louvre actuel, ça c'est le guide qu'on vous distribue quand vous allez visiter le Louvre, pour vous resituer ce château du Louvre sur le plan actuel du musée du Louvre. Voilà, le château se situe ici. Donc vous voyez, il représente en fait le quart de la cour carrée. Et on le sait d'autant plus que les fondations d'une partie de ce château de Charles V ont été retrouvées et sont encore visibles dans les sous-sols du musée du Louvre. Voici la partie qu'on a retrouvée avec les bases du donjon. Ça, c'est un plan qui date de 1985, lorsqu'on a fait les fouilles pour installer les fouilles et les aménagements pour installer la fameuse pyramide. Il y avait déjà eu des fouilles un peu plus tôt, 100 ans plus tôt, en 1866, lorsque Napoléon III avait terminé les ailes du Louvre, que nous connaissons. Donc à ce moment-là, vous voyez, on avait dégagé une partie des tours, et là vous voyez cette rigole pour évacuer l'eau, bien sûr, hein, qui avait été dégagée à cette époque. Vous avez la taille de la rigole, et vous avez une photo des fouilles de 84-85, vous retrouvez cette même rigole là, et vous apercevez ici la pile du pont-levis,
et vous voyez mieux les deux énormes tours qui sont en fait les bases de la construction du château et qui étaient dans les douves. Et les voici tels qu'on peut les voir aujourd'hui dans les salles du sous-sol de l'aile Richelieu lorsqu'on visite le musée du Louvre. Vous voyez la pile du pont-levis et les deux tours. La maquette ici, qui se trouve au même endroit, nous permet de mieux comprendre la chose. La pile qu'on a vue, c'est celle-là. Les deux tours, ce sont celles-là. C'est les tours de l'entrée sud. Voilà, vous apercevez le pont-levis. Bon, c'est une belle forteresse. Autre vue de la maquette, pour vous rappeler donc que le château, à ce moment-là, est devenu un logis royal. Alors, la reine habite à cet étage, ce sont les appartements de la reine, et au-dessus, ce sont les appartements du roi. Donc, vous voyez, le pont-levis, les appartements de la reine avait 200 personnes à son service, et toutes les fenêtres étaient grillagées. Il y avait des grilles de fer à chaque fenêtre. Ici, vous voyez les statues au-dessus de l'entrée, et là, les fenêtres des appartements du roi, avec la tour bibliothèque du roi, puisque Charles V était un roi lettré. Alors à l'intérieur, bien sûr, les murs étaient lambrissés, les sols étaient carrelés, il y avait des tapis, et le roi et la reine mangeaient dans de la vaisselle d'or et d'argent. Voici le casque de Charles V qu'on a retrouvé en faisant les fouilles, enfin les débris du casque de Charles V. On remarque les dorures et aussi la couronne de Charles V. Et on a reconstitué ce qu'on appelle le chef de Charles V, donc l'espèce de chapeau-casque qu'il portait lors des entrées solennelles, car les Valois, pour asseoir leur autorité et proclamer leur légitimité, faisaient toujours des cérémonies fastueuses, des entrées prestigieuses dans les villes, pour bien montrer qu'ils étaient les rois de France. Ici, deux statues qui devaient orner l'entrée sud du château du Louvre, c'est ce qu'on pense aujourd'hui, et qui représentent Charles V et son épouse, Jeanne de Bourbon. Alors Charles V, dit le Sage, est né à Vincennes en 1338, et très tôt il va devenir dauphin. C'est lui le premier dauphin de France, parce que le Dauphiné était une terre indépendante. Le Dauphiné, ça se situe dans la région autour de Grenoble, et c'était une terre qui dépendait du Saint-Empire romain germanique. Mais le dauphin n'avait plus d'héritier, il avait des soucis d'argent, et donc il a vendu le Dauphiné au roi de France, en stipulant dans le contrat de vente que c'était le fils aîné du roi de France qui devait gouverner chaque fois la terre du Dauphiné. D'où le titre de dauphin qui échoit à partir de cette époque au fils aîné du roi de France lorsqu'il ne règne pas, et qui lui permet aussi, bien sûr, d'apprendre son métier de roi en se faisant la main sur le Dauphiné. Alors Charles sera nommé dauphin en 1350. À l'époque, il a juste 12 ans. Donc il y a les cérémonies officielles qui se passent à Grenoble et dans le Dauphiné, mais bien sûr, ce sont ses conseillers qui gouvernent, puisque c'est encore un tout jeune adolescent. De la même façon, il va se marier à 12 ans avec Jeanne de Bourbon, donc on voit ici donc un peu plus âgée, qui est née en 1338, elle aussi à Vincennes. Donc c'est une amie d'enfance, c'est une cousine qu'il va épouser. Donc en 1355, à l'âge de 17 ans, Charles sera nommé duc de Normandie. Et en 1358, puisque son père est fait prisonnier en 1356, en 1358, il sera proclamé régent du royaume. Donc très tôt, il a eu beaucoup de responsabilités, puisque
duc de Normandie, il a commencé à exercer un pouvoir réel, et après la captivité de son père en 1356, et il est bien obligé, à 18 ans, de prendre les rênes du royaume, mais ça ne sera pas facile, parce qu'on va le voir, cela lui a été contesté. Et donc il sera roi de 1364 à 1380. Donc nous savons que le roi était de petite taille, plutôt mince. Il avait, paraît-il, un visage expressif et des yeux noisettes. Ceci nous est rapporté par Christine de Pisan, qui est son historiographe. Donc Christine de Pisan était à la cour du roi parce que son père était le médecin du roi. Donc elle était très proche, bien sûr, du roi, de la reine et des princes. Et en même temps, elle était à l'abri des complots et des intrigues de la cour, puisqu'elle n'avait aucune prétention politique. Simplement, elle était bien placée pour tout observer, et elle nous a tout rapporté, en particulier ce portrait de Charles V, qu'elle décrit ainsi. Ce roi, par son sens, sa magnanimité, sa force, sa clémence et sa libéralité, désencombra son pays de ses ennemis tant qu'ils n'y firent plus leur chevauchée. Et lui, sans se mouvoir de ses palais et sièges royaux, reconquit, refit et augmentant son royaume, qui auparavant avait été désolé, perdu et dépris par ses devanciers, portant les armes et très chevaleureux. Donc vous voyez, elle fait l'éloge de la sagesse et du sens politique de Charles V, qui sera surnommé Charles le Sage. Voilà, donc sa femme Jeanne de Bourbon. Le mariage a lieu à 1350, ils ont 12 ans tous les deux. Bon, bien sûr, le mariage sera consommé un peu plus tard. À partir de 1357, Jeanne donnera successivement 9 enfants au roi, 6 mourront en bas âge. C'est la triste moyenne de l'époque, vu les conditions d'hygiène. Et le futur Charles VI sera le 5e et le premier enfant à ne pas mourir. Et ça tombe bien, puisque c'est un héritier mâle, ce qui est très important, surtout en cette période de guerre de 100 ans, où il faut à tout prix affirmer le principe de la loi salique. Alors, ça sera un couple très uni, et souvent, Charles V demandera conseil à sa femme pour les affaires du royaume. Donc ici, une représentation du Louvre qu'on trouve dans la Pietà de Saint-Germain-des-Prés, qui date de peu de temps après la mort de Charles V. Vous voyez, alors c'était bien sûr pour l'église de Saint-Germain-des-Prés, vous voyez ici le clocher de Saint-Germain-des-Prés, au second plan, le château du Louvre, et en arrière-plan, la colline de Montmartre, avec la modeste église Saint-Pierre de Montmartre que nous avons évoquée dans la première conférence. Autre vue du château du Louvre, celle-là nous la trouvons dans les très riches heures du duc de Berry, c'est un peu postérieur au règne de Charles V, puisque ça a été fait entre 1400 et 1410, et vous voyez ici le château du Louvre qui est représenté avec toutes ses tours. Et bien sûr, c'est à partir de ces documents qu'on a pu réaliser la maquette qui est présentée aujourd'hui au Louvre. Le dernier document pour ça, c'est la crucifixion du Parlement de Paris, qui a été réalisée en 1450. Le tableau se trouve aujourd'hui au Louvre. Et sur ce tableau, nous voyons, outre la crucifixion, nous voyons ici Saint-Louis, qui est représenté. Alors parfois on dit qu'il a peut-être les traits de Charles VII, mais on n'a rien qui puisse le prouver. Là, nous avons Saint Jean-Baptiste, la Vierge et les Saintes Femmes, Saint Jean, et puis là, Saint Denis, les premiers évêques de Paris, évêque mythique, qui porte sa tête, puisqu'il a été décapité au centre de Paris, et il a porté sa tête jusqu'à Saint-Denis. Et là, un autre saint très important pour leur royauté, c'est Saint Charlemagne, qui porte vaillamment son épée. Charlemagne qui est là parce qu'il a chassé
les Sarrasins, c'est ce qui lui a valu sa sainteté. Donc vous voyez, Saint-Louis, Charlemagne, Saint-Louis, deux rois qui sont des saints, c'est très important bien sûr, pour affirmer le prestige de la royauté et pour asseoir l'idée que la royauté procède vraiment de Dieu et que c'est Dieu qui est en lien direct avec les rois de France, et la preuve, il y a des rois de France qui sont de véritables saints. Et donc, bien sûr, ce tableau est intéressant parce qu'il nous montre une autre vue du Louvre, et tout ceci explique comment on a pu obtenir tous les éléments pour construire la maquette qu'on vient de voir. Et c'est un très beau tableau, sans doute par un peintre flamand, ou qui connaît bien la technique flamande, et je vous laisse apprécier ce magnifique détail. Alors maintenant, les très riches heures du duc de Berry nous permettent de découvrir une autre réalisation importante qu'on doit à Charles V, c'est l'achèvement du château de Vincennes. Alors Vincennes était rattaché à la couronne déjà depuis le père de Philippe Auguste. Philippe Auguste avait fait construire un manoir vers 1180. Saint-Louis rendra la justice dans la forêt de Vincennes, qui était très chiboyeuse, c'est pour ça que les rois aimaient bien cette forêt, et Philippe VI, le premier Valois, va poser les bases du donjon qui sera terminé à l'époque de Charles V, qui fera construire aussi l'enceinte avec ses 9 tours, et aussi la Sainte-Chapelle en 1380 qui se trouve à l'intérieur de Vincennes. Donc voici le donjon avec ses 50 mètres de haut. Un plan actuel qui vous montre où se situe le donjon par rapport à l'enceinte. Et vous voyez ici la Sainte-Chapelle qui est la copie de la Sainte-Chapelle qui se trouve sur l'île de la Cité. Vous savez qu'il y a une autre copie qui se trouve dans la cour du château de Saint-Germain-en-Laye. Alors ces autres copies de la Sainte-Chapelle sont beaucoup moins célèbres que l'original, surtout parce qu'elles n'ont que des vitraux en verre clair. Donc c'est beaucoup moins impressionnant quand on les visite. Mais la pureté du style gothique est présente aussi bien à Saint-Germain-en-Laye qu'à Vincennes, et c'est la même chose que ce qu'on voit à Paris, sur l'île de la Cité. Donc voilà une vue du donjon assez spectaculaire, avec ici, vous voyez, la pile pour le pont-de-Vie, qui a été remplacée, bien sûr, de nos jours par un pont dormant. Et là, vous avez le plan de ce donjon. Donc vous voyez, au centre, il y a une très grande salle. Et les tours qui sont sur le côté, mais il y a une tour qui sert pour le grand escalier d'honneur, avec ici à côté l'escalier, on peut dire, de service. Et puis, il y a 3 chambres. Alors là, c'est une chapelle. Et là, il y a 2 chambres. Et celle-ci, c'est la chambre, bien sûr, royale, avec les latrines attenantes. Donc, au premier étage, on va trouver les appartements de la reine. Et ça servira aussi de salle d'audience pour le roi lorsqu'il doit recevoir des hôtes de marque au château de Vincennes. Donc vous avez Madame Gallet ici qui vous donne la hauteur des fenêtres et des murs. Donc vous voyez, au centre, il y a un pilier central, d'où partent les nervures des voûtes d'ogive qu'on trouve pour tenir les voûtes de la pièce. Donc grande pièce très éclairée grâce à ces fenêtres. Alors les murs étaient couverts de lambris. Vous voyez encore des agrafes qui permettaient bien sûr de fixer les lambris de chêne. Le sol était carrelé, il a été bien sûr refait à notre époque pour la restauration, et couvert de tapis. Les culs de lampe représentaient soit les prophètes de la Bible, soit les évangélistes, à travers le tétramorphe, c'est-à-dire les symboles qu'on utilise toujours, l'aigle de Saint Jean,
le bœuf de Saint-Luc et l'ange de Saint-Matthieu. Je n'ai pas trouvé la place de rajouter le lion de Saint-Marc. Voici l'étage supérieur, celui des appartements du roi, avec une magnifique cheminée. Vous voyez que la colonne est un peu plus ouvragée, il reste des traces de peinture sur les nervures des voûtes, et là aussi, il faut imaginer, tout était recouvert de lambris, et de lambris qu'on était allé chercher en pays baltes, parce que le bois était de meilleure qualité, et donc il était venu par voie fluviale, et avait parcouru 1000 kilomètres par voie fluviale avant de parvenir ici à Vincennes. Donc c'est pour montrer l'importance de certains échanges commerciaux, même à cette époque, bien sûr on sait cela, grâce aux contrats et aux comptes rendus qui nous sont parvenus. Admirez ici le dessin géométrique des voûtes. Alors ici, voilà un plan de Paris toujours tiré de l'Atlas de Paris, qui vous montre l'enceinte de Charles V et les différents édifices qui étaient importants à l'époque, et beaucoup, enfin un certain nombre, nous sont parvenus. Donc vous voyez que le Louvre ne peut plus jouer son rôle défensif, et de l'autre côté, en revanche, eh bien, on va créer un bastion pour défendre Paris de ce côté. C'est la fameuse Bastille qui a été créée en 1380 à l'époque de Charles V. Par la même occasion, ici, vous voyez où se trouvait l'hôtel Saint-Paul, avec le jardin attenant. C'était la demeure préférée du roi, des différents rois de France. Alors ça, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une maison de plaisance, ce n'est pas un château fort. Et puis, c'est situé un peu à l'est de Paris, près de la sortie. Donc, si jamais les Parisiens devenaient un peu trop turbulents, là, au milieu de l'île de la Cité, dans le palais, le roi pouvait être prisonnier des Parisiens. Même chose ici, le Louvre, c'était un peu trop entouré par les Parisiens, tandis que là, en cas de problème, on pouvait se réfugier à la Bastille et surtout prendre la route directement vers Vincennes, puisque la route partant d'ici mène directement au château de Vincennes. Donc voilà une gravure représentant la Bastille au XVIIe ou XVIIIe siècle. Et nous revenons sur le plan, ce coup-ci pour aller dans le centre de Paris et remarquer ici le pont aux Changeurs. Alors ici vous avez le Grand Châtelet et le pont aux Changeurs. Le pont aux Changeurs est le seul pont de pierre de Paris. Tous les autres ponts qui traversent la Seine sont des ponts de barque, voire des planches, et des constructions donc fragiles et temporaires, tandis que seul ici, ce pont était un pont de pierre, moyennant quoi il y avait les boutiques des changeurs et au-dessus des maisons d'habitation. Vous voyez, attenant au Châtelet, ce qui fait que le rôle défensif du Châtelet, là, est assez réduit. Et puis, bien sûr, qui dit pont, dit péage. Même les piétons devaient payer quelque chose pour passer le pont. Mais pas grand-chose. Tandis que, bien sûr, si on voulait passer à cheval, ou si on voulait faire passer un chariot, on payait plus cher. Donc ça, c'est une gravure du 19e siècle qui représente le Paris du Moyen-Âge, mais avec un peu de fantaisie, mais sans doute assez fidèlement. Toujours sur cette vue du plan de Paris, ici nous remarquons la place de Grève,
Alors, grève, c'est le même mot que gravier, c'est parce que ici, sur ces berges, il y avait du gravier, et on s'en servait pour déposer toutes les marchandises qui arrivaient à Paris par voie fluviale. C'est le port au blé. Et là, c'est la fameuse maison aux piliers, c'est le premier hôtel de ville, c'est là que, le prévôt des marchands va diriger la ville. Prévôt des marchands comprenait soit dans la corporation des bouchers, soit dans la corporation des porteurs d'eau et des marchands de vin, des marchands d'eau et de vin, puisque bien sûr l'eau, on la puisait dans la Seine pour la distribuer en ville. Les grands hôtels particuliers avaient leur puits, mais sinon il y avait les porteurs d'eau. Et donc le prévôt des marchands, les marchands d'eau, étaient très riches, puisque c'était eux qui avaient le privilège de vendre l'eau et le vin. Donc voici une vue toujours du 19e siècle qui vous représente la place de Grève et le premier hôtel de ville. Et vous remarquez bien qu'on débarque les céréales ici sur les quais. Et là, vous apercevez les moulins à eau qui permettent de moudre la farine. Alors voici une miniature qui représente l'entrée de Charles VI à Paris, avec bien sûr tout l'apparat et toute la pompe chère aux Valois. Donc ça c'est après son sacre à Reims, c'est pour ça qu'il porte la couronne. Alors Charles VI sera roi de 1380 à 1422. Il est né en 1368, donc on l'a dit, c'est le premier fils qui survit pour Jeanne de Bourbon, et il est roi à l'âge de 12 ans, ce qui fait qu'à l'âge de 12 ans, forcément, ce sont ses oncles qui assurent la régence. Il va se marier à 17 ans avec Isabeau de Bavière, qui à ce moment-là a 14 ans. Donc ce sera un mariage qui commence sous de très bons auspices, mais malheureusement, à 24 ans, le roi sera atteint de crises de démence qui peuvent durer plusieurs semaines, plusieurs mois, et donc pendant lesquelles, bien sûr, il est incapable de gouverner. Et donc, bien sûr, cela va avoir de terribles conséquences pour le royaume. Donc voici ici deux moulages des statues représentant Charles VI et Isabeau de Bavière, donc au début de leur règne. Ce sont des statues qui se trouvent comme décor de cheminée monumentale dans le palais du duc de Berry, qui se trouve à Poitiers. Le duc de Berry, c'est donc le frère de Charles V, l'oncle de Charles VI. Il y a aussi le duc de Bourgogne, qui est un des oncles de Charles VI, même son grand-oncle. Et la Bourgogne, c'est très important, puisque ça inclut non seulement la Bourgogne, mais aussi l'Artois et les Flandres. Donc le duc de Bourgogne, à cette époque, c'est Philippe le Hardi, frère de Charles V. Et ensuite, ce sera son fils, Jean sans peur. Et puis, troisième tuteur potentiel, c'est le duc d'Orléans, qui est le frère de Charles VI, et qui, lui, bien sûr, a toute sa raison, mais c'est le frère cadet. Donc, tous ses oncles et ce frère du roi ont des apanages, c'est-à-dire gouvernent en direct une grande partie du royaume. Donc on fait ça pour éviter qu'ils aient envie de prendre la couronne, mais quand le roi, bien sûr, n'a pas toute sa raison, ça donne envie à tous ses oncles et ses puissants seigneurs de prendre toutes les rênes du royaume. Donc ils aimeraient bien être désignés régents, mais en fait la régence va échoir à la femme de Charles VI, à Isabeau de Bavière, qui va se révéler une dirigeante remarquable, une habile négociatrice, une femme avec beaucoup de volonté.
Alors bien sûr, c'est une femme, donc elle sera énormément décriée, on fera tout pour la déstabiliser, et finalement les ducs de Bourgogne arriveront même quasiment à l'emprisonner. Enfin, ils l'accueilleront chez eux, mais c'est un accueil qui ressemble fort à une cage dorée. Et l'histoire l'a longtemps calomnié. Aujourd'hui, les historiens l'ont en quelque sorte réhabilité parce que, bien sûr, tous les oncles du roi l'accusaient des pires turpitudes et mettaient en doute sa vertu. Voici une miniature représentant Christine de Pisan, encore elle, remettant le dernier livre qu'elle vient d'écrire à la reine Isabeau. Donc vous en profitez pour voir la mode de l'époque et aussi la façon dont les murs pouvaient être lambrissés ici et recouverts de tentures. Et vous remarquez aussi le magnifique lit ici, puisque vous savez que pendant longtemps, les reines et les grandes dames recevaient dans leur chambre. Vous voyez, il y a le grand lit d'apparat, et puis ici, il y a un lit de repos, et toutes les dames d'honneur de la reine qui sont assises autour d'elle. Donc maintenant, nous quittons le centre de Paris pour avoir une vue plus générale et voir ici les halles qui vont être développées par Charles V. Déjà, on avait dit que Philippe Auguste avait créé les 2 premières halles, et vous voyez, cela se développe, ça va devenir bien sûr le grand marché de Paris. Et vous apercevez aussi ici l'hôtel de Bourgogne. En fait, il ne reste plus de nos jours que ce qu'on appelle la tour de Jean sans peur, et qui se visite d'ailleurs. J'avais projeté de retourner la visiter il y a 3 semaines, juste au moment où on a annoncé le confinement, parce que je n'ai pas de photos des voûtes qui sont magnifiques, donc voilà, ça sera pour une prochaine fois. Donc ici, vous voyez la tour qui subsiste, c'est une tour très haute. Alors cette tour, c'est en fait l'escalier de l'hôtel particulier des ducs de Bourgogne, l'hôtel a disparu. Alors pourquoi cette tour escalier? Eh bien, on est quand même dans Paris, dans le fief du roi de France. Même si le duc de Bourgogne est très puissant, il ne va pas pouvoir se faire construire un donjon. Alors, comme on ne peut pas faire un donjon, ben on fait un donjon déguisé et on dit que c'est l'escalier principal. Hein. Donc voilà, c'est pourquoi il y a des escaliers qui sont à l'extérieur du bâtiment, qui prennent la forme d'une tour. Alors là, elle est carrée, hein, parce que sinon ça ressemblerait trop à un donjon, mais d'autres ont fait des tours rondes. Donc le duc de Bourgogne, je vous ai déjà dit qu'il était très puissant, puisqu'il avait non seulement la Bourgogne, mais il avait l'Artois et les Flandres. Le premier duc de Bourgogne, c'est Philippe le Hardi, le fils de Jean le Bon, le frère de Charles V. Et son fils, il sera lui aussi très courageux, puisque vous voyez, on l'appelle Jean sans peur. Et le suivant, ça sera Philippe le Bon. Le Bon, ça veut dire encore le brave, le courageux. Et le fils de Philippe le Bon, eh bien, ça sera le fameux Charles le Téméraire, dont vous voyez ces ducs de Bourgogne. Ils sont très riches, très puissants et très combatifs. Très combatifs, mais pas toujours de manière très loyale, puisque Jean sans peur, donc qui voudrait bien s'emparer du pouvoir, puisque le roi est fou, lutte pour la prise du pouvoir contre Louis d'Orléans, le frère du roi, et il ne trouve rien de mieux que de le faire assassiner dans Paris, en 1407. Bon, alors évidemment, ça crée beaucoup d'émoi, il est obligé de s'enfuir, et cela va déclencher une guerre civile entre les partisans de Jean sans peur et les partisans de Louis d'Orléans, ou plutôt de son fils Charles d'Orléans.
qu'on va appeler les Armagnacs. Donc ici, on a les Bourguignons, les ducs de Bourgogne, et là, on a les Armagnacs. Ah ben oui, c'est le duc d'Orléans. Donc, pourquoi? Parce que à la mort de Louis d'Orléans, du duc d'Orléans, son fils Charles d'Orléans est très jeune. Si je compte bien, il a 6, 7, 13 ans. Il a 12, 13 ans. Donc, il est protégé par un de ses cousins, le comte d'Armagnac, qui va le marier avec sa fille quelques années plus tard. Il va épouser la fille du comte d'Armagnac en 1410, et tout ceci va constituer le parti des Armagnacs. Alors, ce Charles d'Orléans, ce n'est pas un faible, c'est un guerrier, et c'est lui qui va conduire l'armée, toute l'armée de France, à la bataille d'Azincourt. Et la bataille d'Azincourt, c'est la pire des batailles que la France a jamais livrées. Il y a eu plus de 6000 chevaliers tués, encore autant de prisonniers, dont Charles, qui a été fait prisonnier, et qui va rester prisonnier en Angleterre jusqu'en 1440, ce qui lui donnera le loisir d'écrire de beaux poèmes qui sont toujours étudiés par les gens qui font des études de lettres, et dont on trouve toujours des éditions de nos jours. Donc, vous voyez, un grand succès littéraire pour Charles d'Orléans, mais tout ceci, bien sûr, va déboucher sur une horrible guerre civile en France entre les partisans d'Armagnac et les partisans bourguignons. Donc la lutte Armagnac-Bourguignon va être terrible. Jean sans peur va être assassiné à son tour sur ordre du dauphin, du futur Charles VII. Donc qui lui aussi sera obligé de prendre la fuite et d'aller se réfugier à Bourges après ce méfait. Et Philippe le Bon, donc en 1420, va ne trouver rien de mieux que de s'allier aux Anglais. Alors ça faisait des années déjà que les Armagnacs et les Bourguignons se battaient entre eux avec des armées de plusieurs milliers d'hommes, mais pour avoir le dessus, eh bien, Philippe le Bon s'associe tout simplement aux Anglais. Ça lui permet de disposer d'un peu plus de troupes. Et comme Charles VI, dans une période où il avait retrouvé la raison, n'avait pas trop apprécié que son fils fasse tuer comme ça le duc de Bourgogne, il a encore moins apprécié que son fils fasse assassiner un de ses conseillers privés, et qui était en plus un de ses meilleurs amis. Donc, il décide de déshériter son fils, le futur Charles VII, qui à ce moment-là porte le titre de dauphin, et il dit, bon, il n'est plus dauphin, il n'est plus rien, il n'aura jamais le droit de porter la couronne de France. Et la couronne de France, je vais la donner à mon gendre, le roi d'Angleterre. Parce qu'entre-temps, il avait marié sa dernière fille au roi d'Angleterre. Donc il dit, voilà, désormais, les héritiers de la couronne, ce sont les rois d'Angleterre. Et ceci est confirmé par sa femme, Isabeau de Bavière, qui elle aussi déshérite son fils, et signe le traité de Troyes, dans lequel elle reconnaît que le prochain roi, à la mort de son mari Charles VI, eh bien, ça sera le roi d'Angleterre. Bon, ça c'est ce que les historiens, jusqu'au XIXe siècle, ne lui pardonneront jamais, même s'il faut savoir que quand même elle était hébergée, à ce moment-là, par le duc de Bourgogne, et donc elle n'était pas libre de tous ses mouvements. Mais enfin, voilà, Charles VII complètement déshérité par son père, qui n'était même pas sûr que ce soit vraiment son fils, parce que les rumeurs étaient tellement persistantes sur les infidélités d'Isabeau de Bavière, infidélité en particulier avec Louis d'Orléans. Bon, on n'a aucune preuve de tout ça, mais c'était bien sûr ce qui courait à l'époque, et c'est pour ça que le dauphin lui-même se demandait s'il était vraiment le fils du roi. Et donc il a fui cette cour, il est allé se réfugier à Bourges. Quand son père meurt, il se proclame roi de France, il a alors 19 ans, donc il est très jeune. Hein. Et bien sûr, on lui dit, ben non, c'est pas ça du tout, on a les papiers, il y a le testament, le roi de France, maintenant, c'est le roi d'Angleterre, ou plus exactement, ça va être le frère aîné du roi d'Angleterre, le duc de Lancastre, qui va venir s'installer à Paris pour régner dans son royaume.
Voici un portrait de Charles VII réalisé par Jean Fouquet, portrait très célèbre. On l'appelle le très victorieux parce que ça va être un roi guerrier et très bon diplomate. Et il va effectivement remporter beaucoup de batailles et arriver à reconquérir sa couronne, tandis qu'après tous ces événements, on l'appelait par dérision le roi de Bourges, hein, parce que il n'avait vraiment aucun pouvoir après toutes ces histoires là. Donc, il a pratiquement la partie perdue, puisque je vous dis, le duc de Lancastre est bien installé à Paris dans toute sa région, et les Bourguignons renforcent bien sûr son pouvoir partout. Il n'y a guère que quelques Armagnacs qui essaient de lever des armées et de s'appuyer sur le roi de France réfugié à Bourges, enfin sur Charles VII réfugié à Bourges, qui avait aussi le soutien du duc de Berry, mais il s'oppose timidement et avec très peu de succès aux armées anglaises et bourguignonnes, jusqu'à ce qu'arrive Jeanne d'Arc, qui reconnaît le roi, qui délivre Orléans en 1429, qui le fait sacrer à Reims la même année, qui met le siège à Paris toujours en 1429, mais elle n'arrive pas à conquérir Paris, elle est même blessée là encore, et elle sera capturée par les Anglais en 1430 et brûlée en 1431. Et à ce moment-là, on dit que Charles VII ne s'est pas démené pour lui porter secours. Eh bien oui, parce que lui, il avait d'autres visées. Il voulait reconquérir tout son royaume et il n'a pas voulu compromettre ses chances en essayant de délivrer Jeanne d'Arc. Donc il a laissé faire, mais il a continué la guerre, qui était une guerre civile. Il a usé aussi à la fois de beaucoup de diplomatie, et finalement, il arrivera à mettre fin à la guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons par le traité d'Arras en 1435. C'est déjà presque la fin de la guerre de Cent Ans, et après la bataille de Castillon gagnée contre les Anglais en 1453, on considère que la guerre de Cent Ans est finie. Donc il a réussi à conquérir ses royaumes, à reprendre sa capitale, alors que tout était gravement compromis et que la France était vraiment aux mains des Anglais, grâce, on peut le dire, à la traîtrise des ducs de Bourgogne. Enfin, et avec la complicité, malgré tout, de Charles VI. Bien, continuons donc à explorer Paris rapidement, parce que l'heure tourne. Et nous allons nous intéresser aux constructions qui nous sont parvenues. Alors d'abord une qui nous est dont il nous reste pas grand-chose, mais c'est assez spectaculaire. C'est le cloître, c'est le couvent des Bernardins. Voilà. Donc ça, en fait, c'est le réfectoire des Bernardins qui date sans doute du XIIIe siècle. Donc c'est ce cloître des Bernardins, cette église des Bernardins, ça avait été construit, c'était l'université pour les moines cisterciens, qui suivaient la règle de Saint Bernard, c'est pour ça qu'on les appelle les Bernardins. Alors les moines cisterciens, vous savez que les cisterciens ont créé un renouveau de la vie monastique, et même de la foi chrétienne à partir du XIIe siècle, et ils ont essaimé, ils ont eu énormément d'abbayes filles qui dépendaient d'eux, ils ont essaimé dans toute la France puis dans toute l'Europe. C'est un ordre extrêmement puissant qui avait vœu de pauvreté bien sûr, puis qui s'était enrichi au cours des âges et qui devenait donc extrêmement important. Et il fallait former, bien sûr, tous les cadres de cet ordre, et on avait choisi de les former à travers l'Université de Paris, et donc on avait créé ces immenses bâtiments, cette immense église, ces immenses cloîtres, pour accueillir les centaines de moines qu'on avait à former pour l'ordre cistercien. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le réfectoire.
Et il a été restauré entre 2004 et 2008. Ça appartient aujourd'hui au diocèse de Paris, qui organise des colloques et des expositions. Et c'est l'occasion de voir cette magnifique structure médiévale. Donc c'est la grande nef qui fait 70 mètres de long, 14 mètres large et 6 mètres de haut. Alors en 1338, il faut savoir qu'un cistercien, un abbé cistercien, devient pape, c'est Benoît XII. C'est un ancien professeur des Bernardins, où il a été aussi, bien sûr, élève. Et donc il se souvient de tout cela, et c'est lui qui va financer la construction de l'église des Bernardins, qui était une des plus grandes églises de la chrétienté, et dont il ne reste absolument plus rien aujourd'hui que la sacristie, qui est encore visible, mais c'est le réfectoire de ces étudiants qui nous est parvenu. Donc voici une autre vue toujours de ce réfectoire des moines. Vous voyez qu'il y a 3 nefs voûtées d'ogives sur une cave, c'est-à-dire sur les celliers qui sont en dessous, les celliers qui ont été comblés en 1709 à cause des crues, parce que chaque fois l'eau de la Seine s'y engouffrait et on perdait tout ce qu'il y avait dedans, et ça fragilisait l'édifice parce qu'il est construit sur les alluvions de la Seine, donc une terre assez meuble. Donc pour le renforcer, on avait enfoncé à sa création des pieux en bois, un peu comme on le faisait à l'époque à Venise. Et quand on a voulu restaurer tout cela après l'an 2000, eh bien on n'a pas voulu remettre des pieux de chêne, bien sûr, on a utilisé des micro-pieux d'acier et des vérins hydrauliques similaires à ceux qui sont employés au viaduc de Millau. Donc c'est ce qui nous a permis d'avoir cette magnifique construction qu'on peut aller admirer quand on veut à Paris. Donc maintenant, nous allons cheminer par toutes ces rues pour nous rendre à Saint-Séverin. Alors l'église Saint-Séverin, j'aurais pu aussi vous montrer l'extérieur qui est pas mal avec le reste du charnier, mais le temps passe, donc on se consacre à la nef. Donc l'église de Saint-Séverin a été construite entre 1450 et 1520, c'est du gothique flamboyant. La nef fait 17 mètres de long, il n'y a pas de transept et les collatéraux sont doublés comme à Notre-Dame, c'est-à-dire en fait on a la nef principale et 2 autres nefs de chaque côté, donc en tout 5 nefs. Alors voilà le magnifique chœur rayonnant, avec au centre la colonne torse, que vous pouvez apprécier un peu plus ici. Alors les couleurs sont différentes parce qu'il y avait un éclairage assez spécial avec des lampes incandescentes, enfin à différentes températures, donc c'est pour ça que les couleurs sont pas les mêmes d'une vue à l'autre. Mais vous voyez, c'est une magnifique voûte et c'est un édifice un peu à l'écart des principaux circuits touristiques, donc ça vaut vraiment la peine d'y aller. Il n'y a jamais beaucoup de monde et on profite vraiment de cette église, de cette belle architecture. Donc on revient maintenant ici sur nos jalons à travers les rois de France. On a parlé de Charles VII et de sa reconquête du royaume. Louis XI, eh bien lui va développer et asseoir complètement les institutions politiques qui perdureront jusqu'à la Révolution française. Son fils Charles VIII va entamer les fameuses guerres d'Italie. Il mourra bêtement en s'assommant contre une poutre au château d'Amboise, ce qui fait que la couronne, comme il n'a pas de descendant, ira à son cousin Louis XII, qui est le fils de Charles d'Orléans, dont on a déjà parlé, et de Louis d'Orléans, qui avait été assassiné par le duc de Bourgogne. Donc vous voyez, là, il monte. Charles le Téméraire est mort à l'époque de Louis XI, et puis là, c'est le petit-fils de Louis d'Orléans qui monte sur le trône de France. C'est la revanche de l'histoire. Lui-même
n'aura pas de descendance et la couronne ira à son cousin François Ier. Et là, on entamera la Renaissance et c'est à partir de cette époque surtout qu'on verra la Renaissance se manifester dans les édifices parisiens. Donc maintenant, nous allons poursuivre notre promenade depuis Saint-Séverin, par la rue Saint-Jacques, pourquoi pas, pour aller à l'hôtel de Cluny. Alors l'hôtel de Cluny a été bâti de 1485 à 1510, c'est-à-dire sous Charles VIII, pour l'abbé Jacques d'Amboise, qui était donc abbé de Cluny. Alors Cluny, vous savez qu'il y a cette magnifique église à Cluny, en Bourgogne. C'était aussi une abbaye extrêmement riche. Et puis, la famille d'Amboise avait beaucoup d'ecclésiastiques, de princes de l'Église, puisque le frère du cardinal, le frère de Jacques d'Amboise, était tout simplement le cardinal d'Amboise, ministre principal de Louis XII. Donc vous voyez effectivement que c'était une famille très puissante et qui a eu d'ailleurs, qui a compté 2 cardinaux dans sa famille. Donc ceci explique pourquoi, bénéficiant de toute la richesse des abbayes de Cluny, et venant lui-même d'une famille quasiment princière, richissime, il a construit ce magnifique hôtel à Paris, qui est devenu maintenant le musée de Cluny, un très beau musée, actuellement fermé pour réfection, qui doit rouvrir, je crois, en 2022. Donc voici la vue de la chapelle, vous voyez, construite un peu sur le même modèle que la salle principale du donjon de Vincennes, avec ici un pilier central et des voûtes nervurées, et nous sommes dans le gothique tardif, c'est après le style flamboyant, il y a ce style tardif, encore plus chargé, encore plus ouvragé, de la véritable dentelle de pierre. Une maquette de l'hôtel, ici il nous montre la cour, et de l'autre côté, bien sûr, il y avait le jardin, c'était un plan en U, et vous voyez encore l'escalier en façade. Là encore, on ne va pas construire un donjon, on est quand même sur les terres du roi de France, mais on se fait un pseudo-donjon, tout simplement, avec l'escalier. Il y avait 6 autres escaliers, bien sûr, dans l'édifice, mais celui-là, il est spectaculaire. C'est un symbole. Entre cour et jardin, voilà la cour principale, et de l'autre côté, c'est là qu'on accueillait les fournisseurs, et toutes les personnes qui devaient avoir quelque chose à faire à l'hôtel de Cluny. Et vous voyez ici la riche décoration des pignons des lucarnes avec des coquilles Saint-Jacques et les armoiries de l'abbé. Alors sur ces gables ajourées, vous apercevez là encore les armoiries et la barrette de cardinal et les angelots dans les nervures. Alors ces angelots déjà, ils ont quelque chose qui évoque déjà la Renaissance. Donc vous voyez pourquoi c'est les débuts timides de la Renaissance dans l'architecture parisienne. Et la devise des abbés de Cluny, servire Deo, regnare est, servir Dieu, c'est régner, vous voyez, en toute modestie. Donc nous allons quitter la rive gauche pour nous rendre rive droite. Donc je ne vais plus afficher le plan chaque fois. Nous commencerons par évoquer l'hôtel de Clisson, qui est ici. Nous passerons par la maison de Nicolas Flamel, qui est là, pas très loin de l'hôtel de Montmorency. Puis nous passerons par le cloître des Billettes. Et nous irons jusqu'à l'hôtel de Sens. Et ensuite, nous reviendrons derrière Saint-Gervais et Saint-Protré pour voir quelques maisons médiévales, ici et là, dans la rue François-Miron. Vous voyez ce quartier très proche de l'île Saint-Louis. Alors tout d'abord, l'hôtel de Clisson, bâti en 1371, il nous en reste, de cette partie médiévale,
que le porche avec ses 2 tourelles en encorbellement. Donc le connétable de Clisson a fait construire cela, et puis assez vite, ça va passer, enfin en 50 ans, ça va passer aux mains du duc de Bedford, Jean de Lancastre, frère du roi d'Angleterre, et régent du royaume de France. Donc ça, c'est l'occupation anglaise de 1420 à 1436. Donc, et c'était en fait les Bourguignons qui gouvernaient surtout autour de Paris. Et donc, pour les Parisiens, bon, ils ne sentaient pas trop, ils n'avaient pas l'impression d'être aux mains des étrangers. Ils étaient gouvernés par les Bourguignons. Et comme il y avait beaucoup de partisans des Bourguignons à Paris, ils s'en accommodaient assez bien. Alors cet hôtel va ensuite passer aux mains des Guise. Ça sera l'hôtel de Guise à partir de 1556. Donc, vous voyez, après le duc de Bedford, voilà un autre ennemi de la couronne, le duc de Guise. Et puis, bon, ça va s'apaiser puisque ça arrivera en 1700 aux Soubise, Rohan-Soubise, qui vont construire le magnifique hôtel 18e siècle, qu'on reverra lorsqu'on arrivera à cette période, si le confinement nous conduit jusque-là. Espérons qu'on sera sorti de ça avant. Et depuis 1808, donc après la Révolution française, c'est devenu le siège des Archives nationales. Les archives, c'est toujours d'ailleurs un bâtiment des Archives nationales, même si maintenant beaucoup sont entreposés à l'extérieur de Paris. Voilà maintenant le cloître des Billettes. Donc, cloître des Billettes construit en 1427, situé rue des Archives, à l'emplacement de la Maison du Miracle. Il y avait eu une première chapelle construite en 1294 à la suite d'un miracle que je vais vous raconter. Figurez-vous qu'une hostie aurait été profanée par le juif Jonatas, qui l'aurait entaillée au couteau. L'hostie aurait saigné, et puis il aurait jeté l'hostie dans l'eau bouillante, et là, elle se serait mise à voler. Alors après ça, bien sûr, on a capturé le juif, on l'a torturé, condamné et brûlé vif, et on a construit une chapelle pour commémorer ce miracle et pour rappeler à tout le monde qu'on ne plaisantait pas avec la religion et qu'en plus, on avait des boucs émissaires à disposition grâce aux juifs, ce dont on ne se privait pas à cette époque. Voilà, donc l'église avait été reconstruite donc à cette époque, en 1427, et puis elle a été reconstruite une autre fois au XVIIIe siècle, et il ne reste que ce cloître gothique très sobre, qu'on peut voir toute l'année en semaine à Paris, puisque c'est un lieu d'exposition pour des meubles qui viennent de Katmandou. Ça fait 30 ans que je vois ce genre de meubles, plus des tapis qui viennent de Katmandou, et qu'on peut voir chaque fois qu'on passe par là. Ça permet de voir au moins ce magnifique cloître, ouvert à tous en semaine, mais pas le week-end. Et voilà maintenant l'hôtel de Sens, construit entre 1498 et 1519 pour Tristan de Salazar, archevêque de Sens de 1478 à 1519. Alors, l'archevêque de Sens venait faire construire cet hôtel à Paris, tout simplement parce que à Paris, il n'y avait pas d'archevêché, il y avait simplement un évêque qui dépendait de l'archevêque de Sens. Et ceci a duré jusqu'en 1622. Donc, c'est pour ça qu'il y a cet glorieux hôtel ici, qui est maintenant une bibliothèque municipale de Paris, la bibliothèque Fornet, consacrée aux beaux-arts et aux arts de l'affiche. C'est ouvert à tout le monde, mais sur rendez-vous, il faut expliquer dans une lettre pourquoi on veut poursuivre des recherches à la bibliothèque Fornet. On va pouvoir entrer dans la cour, je n'y suis jamais allé, j'avoue, parce que c'est fermé le week-end, et en semaine, je rends rarement à Paris, dans ce quartier. Et ici, il y a l'entrée du jardin public, ouvert à tous. Vous remarquez sur la façade les tours en poivrière, donc quand on ne peut pas construire un donjon, eh bien quand même, pour rappeler la puissance du haut personnage qui habite là,
eh bien, on construit des tours en poivrière, des échauguettes, hein, où on peut mettre des guetteurs, comme si on se défendait dans un château fort, alors qu'en fait, il y a des ouvertures partout, c'est pas du tout fait pour un rôle défensif, c'est un rôle de prestige. Autre exemple d'escalier en façade, avec cette belle tour de la maison de Jean Hérouet, qui était trésorier de Louis XII. Vous voyez les arcs anacolades, cette fine décoration. Le corps du logis principal a été refait au XVIIe siècle, donc n'est pas de notre époque. La maison de Nicolas Flamel, qui était copiste et écrivain public, ce qui, avant la mention de l'imprimerie, bien sûr, était une profession très lucrative, et surtout, il avait épousé une riche veuve, qui était 3 fois veuve, qui avait fait 3 héritages, donc, et il avait beaucoup d'argent, et donc il a réalisé beaucoup d'œuvres charitables. Il a construit des chapelles, bien sûr, et il a construit une auberge pour les pauvres, où les pauvres pouvaient venir manger une soupe et un quignon de pain, à condition de réciter au préalable un pater et un ave. Donc c'est maintenant un restaurant ouvert à tout le monde et pas qu'aux pauvres, mais c'est pas non plus un restaurant excessivement cher. Vous avez ici une maison médiévale donc qui se trouve derrière, dans la rue du Grenier-sur-l'Eau, derrière Saint-Gervais-Saint-Protré. Là, vous avez le porche d'entrée de l'arrière de l'église, et cette rue pavée est continuée par des escaliers qui mènent jusqu'à la Seine. Et c'est pas très loin de la rue François-Miron, où l'on trouve les 2 maisons à pentes de bois les plus anciennes de Paris, qui ont été fortement restaurées, bien sûr. Vous avez Madame Gallet qui vous donne l'échelle, ici, et vous voyez cette construction typiquement moyenâgeuse, où les murs partent en diagonale, parce qu'ils essaient de gagner de l'espace sur la rue. Hein, donc, bien sûr, et par-dessus le marché, on rajoutait des encorbellements, jusqu'à ce que Neddy vienne interdire de faire des encorbellements, parce que finalement, il n'y avait plus de rue du tout. À partir du premier étage, les maisons se rejoignaient, et puis ça, c'était pas très commode non plus, et ça a provoqué, et c'était la source de beaucoup d'incendies, comme ces maisons, bien sûr, à pans de bois. Donc c'est dans la rue François-Miron. François Miron était prévôt des marchands de Paris, mais de 1604 à 1609, c'est-à-dire dans une période postérieure. Alors dans cette rue François Miron, on trouve pas mal de caves gothiques. Vous avez ici les celliers de la maison d'Ouscan, qui date du XIIIe siècle. Alors la maison d'Ouscan, aujourd'hui, c'est le siège de l'association Paris Historique, qui organise des visites conférences très intéressantes, sans doute. Catherine et moi, nous avons toujours eu envie d'en suivre, mais il faut s'inscrire souvent 2-3 mois à l'avance, et que ça se passe en semaine, et donc pour nous, c'est pas très facile d'aller à Paris à ce moment-là, donc on dit toujours on va le faire, mais on l'a jamais fait jusqu'à présent. C'est dommage parce que ça doit valoir la peine. Donc cette abbaye de moines cisterciens, elle se trouve près de Noyon, entre Compiègne et Noyon. Il y a une magnifique abbatiale gothique en ruine splendide qu'il faut voir. C'est une des plus belles ruines gothiques de France. Et donc je vous invite vraiment, lorsque vous en aurez l'occasion, à aller jusque-là, donc après Compiègne, ça vaut la peine. Et les moines d'Ourscan venaient stocker ici le fruit de leur récolte pour les revendre sur les marchés parisiens. C'est un emplacement qui fait 200 mètres carrés. Ces celliers font 200 mètres carrés. Au-dessus, il y avait une salle à piliers et plusieurs étages. Donc c'était un beau bâtiment. Au moment où j'ai pris cette photo, il y a 10 ans, vous voyez, il y avait de timides restaurations en cours. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a d'autres salles voûtées dans le quartier. Certaines sont des salles de restaurant, bon, entièrement en sous-sol, il n'y a pas d'ouverture.
mais il y a plusieurs salles de restaurants comme ça, entièrement voûtées dans le quartier. Donc un rappel, là encore, un dernier rappel de la succession des rois, parce que nous allons dire un mot de plus sur le sacre de Louis XII, est représenté ici en 1501, donc un peu plus tard. Et vous voyez, c'est un tableau où on fait le parallèle entre le sacre de David, donc le personnage de la Bible, et le sacre de Louis XII, donc roi de France. C'est pour montrer que les rois de France sont tellement proches de Dieu qu'on peut se permettre ce parallèle. Donc voilà, d'un peu plus près Louis XII avec les nobles, les grands seigneurs du royaume qui tiennent les attributs du sacre. Ici la couronne, là l'épée de Charlemagne, là les éperons de Charlemagne. Et vous voyez le roi, bien sûr, avec son manteau couvert de fleurs de lys et bordé d'hermine. Et au-dessus, il y a la devise du roi, un dieu, un roi, une foi. Tout est dit, hein, je vous l'ai dit, après Louis XI, tous les fondements du royaume sont en place, et ils sont à place pour près de 300 ans. Et en même temps, cette devise nous fait penser à ce qui va suivre au XVIe siècle, au nom de cette unité entre la foi et le roi. Eh bien, on va massacrer allègrement tous les protestants, et ça va être les épisodes effroyables de la guerre de religion. Donc, nous avons quitté les malheurs de la guerre civile et de la guerre de 100 ans et la peste pour avoir au siècle suivant les guerres de religion, le massacre de la Saint-Barthélemy. On peut dire que vraiment, il y a eu beaucoup de malheurs pendant toutes ces périodes en France et à Paris. Et malgré tout, nous avons de merveilleuses constructions, de splendides monuments qui nous sont parvenus, des témoignages de ce que l'homme peut faire de mieux, même dans ces périodes de troubles et de désolation. Donc ça sera le sujet de notre prochaine conférence. Et en attendant, je vous remercie pour avoir eu la patience de suivre celle-là jusqu'au bout. Et je vous dis au revoir et j'espère que la prochaine, je pourrai la faire en direct, ce qui est plus motivant pour moi et qui, je pense, sera plus convivial pour vous. N'oubliez pas de m'envoyer des messages pour me dire si vous avez pu suivre cette conférence correctement et surtout pour me faire part de toutes vos remarques et toutes les questions auxquelles je répondrai. Je vous remercie et à bientôt, prochainement, sur cette chaîne. Au revoir.